Hello tout le monde, je sors d'une conférence sur le dialogue intérieur de Jung, Carl Gustav Jung. J'ai fait des stages l'année dernière sur le dialogue intérieur où j'ai pu pratiquer en fait ce processus qui nous permet en fait de rentrer en contact avec les différentes sous-personnalités qui résident en nous et qui sont tout à fait palpables. Il suffit simplement de voir quand on se trouve dans une période de confusion, de doute par rapport à une décision qu'on doit prendre, par rapport à une opinion qu'on a sur un sujet, on est partagé. Il y a une part de moi qui tend à penser ça, et une autre part de moi qui en même temps a envie de ça, et une autre part de moi qui se dit que bah non, ça se fait pas, et une autre part de moi qui est en colère contre moi, et une autre part de moi qui en a rien à foutre et qui a envie vraiment de lâcher prise. Enfin, il y a beaucoup de parties en nous. Il y a ce critique intérieur qui là chez beaucoup de personnes. Il y a aussi ce juge qui est très présent régulièrement. On a souvent plus un juge ou un critique, l'un ou l'autre qui est plus présent. Mais les deux, bien sûr, existent. C'est quelque part la même énergie, simplement il y a une tournée vers l'extérieur, une tournée vers l'intérieur. Il y a aussi le sage en nous, il y a celui qui s'adapte, qui se suradapte, il y a celui qui est romantique, il y a celui qui est très abrupt, il y a celui qui sait que la patience est de mise, et il y a celui qui veut tout de suite. Il y a celui qui va faire le justicier, et il y a celui qui va essayer d'être impartial. Il y a tellement de parties en nous, tellement de sous-personnalités, tellement de choses qui vivent en nous, et surtout en nous, à l'intérieur, il y a un enfant qui est là. L'enfant intérieur, c'est vraiment une sous-personnalité à part entière. Et cet enfant intérieur, dès qu'on est blessé, c'est lui. C'est lui qui parle, c'est lui qui s'exprime en fait. Et nous, on a cette tendance en fait à nous identifier à toutes ces parties, à ne pas les reconnaître quand elles sont présentes en nous, à ne pas être capable de conscientiser que actuellement c'est celle-là qui est en avant, mais qu'en fait il y en a plein d'autres qui existent. Et on a tendance aussi à ne pas se rappeler qu'il y a une partie en nous qui ne juge pas, qui n'attend rien de précis, qui est douce, bienveillante, qui n'est pas là pour nous critiquer, pour nous driver, qui n'a pas d'attente en fait, qui est juste là comme un observateur bienveillant. Et cette partie, ça s'appelle le moi prenant conscience dans ce processus très précis qui est le dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur, lorsqu'on apprend à le pratiquer, tout simplement, ça nous aide à aller recontacter des parts de nous qui étaient un peu oubliées, un peu comme suspendues dans le temps en fait, qui quelque part existent, mais soit qu'on ne veut pas voir parce qu'elles ne sont pas reluisantes, il nous paraît inconcevable de les endosser, de les porter, de les assumer, parce que dans notre passé, ça nous a valu bien des problèmes, ou parce que c'est vraiment trop honteux, ça nous mettrait dans des postures qu'on ne pense pas pouvoir gérer émotionnellement. On n'a pas conscience en fait que c'est quelque chose qui sonne à la porte et qui s'exprime de toutes les manières, d'une autre façon. Ça vient s'imposer à nous à certains moments, quand on ne l'attend pas, ou alors ça peut venir se loger en tant que symptôme. Certaines de nos addictions sont quelque part en fait des parts de nous qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas reconnaître, qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin de s'exprimer. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut simplement dire que c'est là. De toute façon, c'est là. Donc, soit je vais l'intégrer, je vais le reconnaître, je vais aller
l'accueillir, soit je ne vais pas le faire, mais de toute façon c'est là. Donc soit je vais pouvoir l'intégrer à ma vie, l'adoucir de par la simple reconnaissance, le but d'ailleurs n'étant pas spécialement de l'adoucir, le but étant simplement de le reconnaître comme faisant partie de moi, parce que nous sommes un tout, nous sommes multifacettes, même si bien sûr le vrai centre existe, et c'est ce moi prenant conscience qui est quelque part le réunificateur de toutes ces parts, qui est un peu le maître à la maison quelque part. Mais bien sûr on est tellement conditionné qu'on est fait de toutes ces parts, et le plus gros des conditionnements c'est surtout de ne pas avoir conscience que toutes ces parts sont actives et en jeu en nous. Et le plus dommageable quelque part aussi, c'est presque de pouvoir conscientiser que certaines de ces parts sont de véritables talents. Ce sont des véritables talents qu'on a mis aux oubliettes, et que certaines de ces parts d'ombre qu'on ne veut pas voir et qui sont tellement pas reluisantes, dont on n'est pas du tout fier, qu'on ne tient pas à montrer, si ces parts sont écoutées, elles vont pouvoir devenir presque des alliés. Parce que par exemple, si on prend la colère, qu'on refoule et qu'on refuse la colère en nous, ben on se prive aussi de ce que cette énergie, lorsqu'elle est mesurée, lorsqu'elle est dans sa base aidante, eh bien, on se prive de ce qu'elle est là pour nous apporter. Par exemple, la colère est une énergie qui, lorsqu'elle est mesurée, nous aide à poser nos limites. C'est véritablement fondamental de poser ses limites dans la vie. L'énergie de tristesse, si on la prend et qu'on la refoule, qu'on n'en veut pas, qu'elle nous paraît... Finalement, elle nous insécurise, parce que si c'est pas on les refoule et qu'on les refuse, c'est parce qu'elle nous insécurise. On est persuadé, il y a une croyance en nous qui fait que si on vit ça, si on assume ça, si on se laisse traverser par ça, alors il va pouvoir nous arriver malheur, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Et la tristesse, par exemple, peut être une part refoulée, reniée de nous, parce qu'on a peur d'être engouffré, d'être complètement prise par cette énergie, engloutie dedans en fait, et de ne plus pouvoir en sortir. Mais la tristesse permet de faire des deuils. C'est ce qui nous permet de remettre à jour notre carte du monde, de ne plus vivre dans des illusions. Si quelque chose n'est plus là, il n'est plus là. C'est tout à fait faisable de faire sans, ou de faire avec ce qu'on en garde. Il y a des cycles. C'est nécessaire de se séparer de certaines choses. Et la vie est faite ainsi. Une chose s'en va pour laisser place à une autre. Mais si je ne réalise pas et que je ne fais pas le deuil et que je ne traverse pas ce passage qui peut me créer un grand inconfort en moi, mais quelque part c'est pouvoir accepter le côté transformateur et mouvant de la vie. Tout est mouvement. On ne peut pas rester toujours sur les mêmes choses. Soi-même on change, on a besoin de faire le deuil de la personnalité qu'on avait dans le passé, de ce qu'on était. On grandit, et c'est grâce à ces deuils, à ces choses dont on se sépare, qu'on peut grandir en fait. Et il y a bien sûr d'autres choses. Il y a beaucoup d'archétypes en fait en nous, beaucoup d'archétypes. Et aller dialoguer avec ces parties-là, notamment notre enfant intérieur, quand une blessure arrive, quand on est quand une parole arrive à nos oreilles et qu'elle crée en nous une déflagration, une blessure qui rejaillit, de rejet, de sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison, eh bien, plutôt finalement que de toujours remettre sur l'extérieur et de rejeter en bloc tout ça et de lutter contre et de se battre, peut être intéressant en fait d'aller dialoguer avec cet enfant qui a vécu ça et qui pense ne pas pouvoir faire avec, qui pense ne pas pouvoir le revivre, donc qui passe sa vie à éviter quelque part certaines choses, qui n'est plus libre d'aller avec la vie, dans le courant de la vie, dans le sens de la vie,
incapable de se responsabiliser sur les ressentis, les émotions, de les traverser tout simplement. Parce qu'une émotion, ça ne tue pas en fait. C'est beaucoup plus nocif de ne pas se laisser traverser par une émotion parce qu'elle va se loger quelque part. Et c'est là où elle va se transformer en symptôme. Et on sait bien que les symptômes peuvent aussi se transformer en maladie. Donc quelque part, on coupe la vie, on coupe ce flot de la vie pour ne pas vivre ces inconforts. Le dialogue intérieur permet d'aller rencontrer ces parts et nous permet d'aller les écouter, les entendre, leur donner toute leur place. Le but n'étant surtout pas de s'y identifier, mais en fait c'est en allant écouter que cette part peut se sentir vue et entendue, et ce qui est vu et entendu n'a plus besoin d'hurler. Un enfant qu'on écoute, et pas forcément à qui on n'est pas forcé de répondre à son besoin immédiatement, mais s'il se sent vu et entendu, il ne va pas hurler, tout casser, il va à un moment donné se sentir, ça va apaiser son besoin de reconnaissance, d'être reconnu et vu. Eh bien c'est la même chose pour ces parts-là en fait. Et si je ne veux pas les voir, elles vont de toute façon s'exprimer. Et si je ne ressens pas qu'elles s'expriment, c'est peut-être que quelque chose couve en fait en moi, et ça c'est pas cool, parce que parfois moi je pense que profondément que certaines de nos maladies sont dues à des choses qui n'ont pas été accueillies. Alors on ne peut pas tout accueillir en même temps, c'est un processus long, c'est un processus qui nécessite beaucoup de patience, de bienveillance. Mais à partir du moment où on ouvre cette brèche, en fait, de dialoguer avec ses parts, eh bien on met du lien, on crée du lien. Et ce dont on a besoin, c'est de lien et de sécurité. Tout ça rejoint très très clairement ma formation actuelle sur la théorie polyvagale et le système nerveux. Le système nerveux se demande sans cesse, sa fonction c'est de savoir si on est en lien et en sécurité. Si on est en sécurité surtout. Mais le lien est clairement une nécessité chez l'humain. Un enfant qu'on laisse sans lien, même si on le nourrit avec de la nourriture, se laissera mourir. C'est bien la preuve que le lien est totalement nécessaire à l'humain. Lien et sécurité. Et cet enfant, en fait, eh bien, il vit encore en nous. On voit bien à certains moments que nos réactions sont des réactions d'enfants blessés. On voit bien qu'on n'a pas l'âge d'adulte à certains moments dans nos réactions. On se voit après coup, quand on regarde, on se dit mais qu'est-ce qui m'a fait réagir comme ça valait pas le coup. C'était pas une question de vie ou de mort, et j'ai réagi comme si j'allais mourir. J'ai réagi comme si on en voulait à mon intégrité. Bien sûr que parfois c'est le cas, mais tellement de cas où c'est simplement des mots, c'est une opinion, c'est un mot, ça n'a rien qui peut nous tuer véritablement. Il y a toujours un moyen de se sortir de la chose. C'est pas des notions de survie. Il y a beaucoup de fois où on voit bien que on est encore coincé dans nos schémas d'enfant. Et aller rencontrer en fait ces parts-là, c'est vraiment de nous donner l'occasion de réunifier tout ça en nous, de reparentaliser, de redevenir le parent bienveillant qui écoute l'enfant. Et c'est la meilleure manière que naturellement les choses se rééquilibrent en soi en fait. Et que ces parts qui hurlaient puissent commencer à s'exprimer. Elles n'ont plus forcément besoin d'hurler. Et elles peuvent même devenir des alliés. La part du critique intérieur peut devenir une aide au discernement. Le juge peut devenir une aide à comprendre et ressentir nos limites. Voilà, il y a énormément comme ça de parts qui finalement, au final, ne sont que des moyens de protection. Elles sont au service de la protection de quelque chose. Et on ne pourra jamais découvrir de quoi si on ne va pas les rencontrer.
Et ça rejoint une fois de plus le système nerveux, puisque le système nerveux souhaite notre protection à travers les états dans lesquels il va nous mettre, les états d'inhibition, d'attaque, de fuite, et d'autres états mixtes qui existent aussi, qui sont des mélanges de ces différents états entre eux. Tout ça est intégralement relié. Tout ça est l'expression d'une même chose, c'est ce besoin de lien et de sécurité. Et nous sommes voués à commencer par nous-mêmes, à nous apporter ce lien et cette sécurité. Étant capables de nous apporter le lien et la sécurité, nous sommes capables aussi d'émaner cela, que ça émane de nous, et donc d'aider aussi nos proches à connecter avec nous en lien et en sécurité. Si chacun en fait fait cette démarche et ce travail, et j'ai pas honte de parler de travail, parce que quelque part c'est une forme de travail, oui, ça demande un effort, mais c'est un effort en fait qui vise à la bienveillance. C'est un effort qui mène à la conscience. Ça n'est pas un effort de bataille. C'est pas un effort pour détruire, c'est un effort pour construire. Si vous voulez construire une maison, il va falloir donner un peu de matière grise, il va falloir donner un peu de muscle, il va falloir une méthode, il va falloir la chercher, la trouver, il va falloir recruter, il va falloir patienter, il va falloir agir, il va falloir réajuster, il va falloir énormément d'efforts développés. Alors les efforts, de toute façon, ils doivent être développés. Alors vers quoi on les oriente ? Cet effort de présence et de rencontre à travers le dialogue intérieur, en partant depuis cet observateur en nous, consciencieux, qui cherche à conscientiser, qui est lui-même aussi un processus. Tout comme nos parts sont des processus, le moi prenant conscience, le moi conscient est un processus en lui-même. Et ce processus de rencontre qu'il organise avec les autres parts qui sont là pour protéger, eh bien, toute cette rencontre, tout cela est un prétexte à la rencontre, au lien et à la sécurité. Et si nous apprenons à vivre ça de l'intérieur, il est beaucoup plus facile de le vivre aussi à l'extérieur. Parce que forcément, si cette sécurité et ce lien émanent de nous, on attire aussi à soi des gens qui sont dans ce même processus. Et si toutefois ce n'est pas le cas, eh bien, ça fait office de repoussoir aussi. Attraction ou répulsion sont deux énergies qui existent, il ne s'agit pas de nier ça. Mais c'est finalement presque le meilleur bouclier. Plutôt que d'attaquer et de se défendre et de mettre une grosse armure, c'est cet état-là d'alignement qui est une boussole, pour nous un GPS quelque part. Mais ça se fait pas d'une manière mentale, ça se fait d'une manière énergétique. Et de toute façon, il y aura toujours des défis dans la vie. Le but n'est pas d'avoir une vie aseptisée. Le but, c'est d'aller justement rencontrer tout ce qui n'est pas encore ajusté en nous. Et la vie nous mène à ça systématiquement, puisqu'elle nous déclenche à travers tous ces déclencheurs, justement ces choses qui vont venir à capter cet enfant blessé, qui va venir actualiser nos parts, les faire vivre en nous. Et notre job, c'est d'aller les rencontrer et d'être conscient qu'elles sont là. Qui vit ça en moi quand je vis quelque chose, que je me sens touchée par quelque chose? Mais même quand c'est joyeux, il ne suffit pas d'aller juste voir quand c'est chiant. Qu'est-ce qui vit? Qu'est-ce qui s'exprime là? C'est qui en moi qui vit ça? Et aller mettre de la conscience là-dessus, c'est tout simplement devenir plus complet. On aspire tous à être complet, pas restreint, complet. La vraie liberté, c'est de pouvoir faire vivre toutes ces parts en nous. Et beaucoup d'entre elles ont été refoulées, notamment nos talents. On a beaucoup de nos talents qui ont été refoulés. Alors ce processus, il est aussi là pour mettre à jour nos talents.
Et nos talents vont émerger à travers cet enfant joyeux qu'on va pouvoir recontacter aussi, cet enfant curieux, enthousiaste, cet enfant magique qui est plein de solutions, qui est plein de potentiel. Et à travers cet enfant blessé aussi, parce qu'à travers les blessures qui vont émerger, eh bien, moi, je vais pouvoir reparentaliser, je vais pouvoir consoler cet enfant, je vais pouvoir lui montrer qu'il n'est pas seul, je vais pouvoir lui montrer qu'il y a des tas de solutions à amener et qu'il n'y a pas de mort, en fait, à la clé dans ces ressentis émotionnels-là, suggérés par les blessures. C'est pas grave d'être humilié, c'est pas un problème d'être trahi, c'est pas un problème d'être rejeté. En fait, tout existe dans ce bas monde et c'est pas grave en soi. On peut y survivre en fait. Quand on est enfant, peut-être pas, mais quand on est adulte, oui. Donc reparentaliser, c'est redonner du pouvoir. Redonner du pouvoir à cet individu que je suis, mais pas contre le monde. C'est pour soi, en soi. Donc on n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans chercher un ennemi, on est dans se renforcer de l'intérieur, mais sans lutte, à travers un processus de présence et de bienveillance qui se répercute évidemment à l'extérieur, puisque si de l'intérieur je réunis ces qualités sans les forcer, naturellement elles s'expriment vers l'extérieur. Voilà, le dialogue intérieur, c'est vraiment un processus de transformation doux et qui se fait à travers la présence, l'écoute, la reformulation, le dialogue. Ça s'appelle dialogue, c'est un dialogue. On n'est pas là pour juger, on est là pour écouter, et à travers l'écoute, plein d'informations peuvent passer, plein de réajustements peuvent se faire, plein de soulagements peuvent s'opérer. Et c'est très différent du soulagement qu'on trouve quand on va chercher une compensation à l'extérieur. Ça n'a rien à voir en fait. Le soulagement qui vient de l'extérieur n'est jamais très long, il n'est pas durable. Au bout d'un moment, de nouveau, on a un vide et on va rechercher à combler ce vide. Quand on va rencontrer les parts intérieures de nous, c'est tout sauf le vide. Et à la rigueur, si un vide existe, c'est bien de se rendre compte à quel point toutes ces parts-là, ça n'est pas nous. Profondément, ça n'est pas nous. Ce sont des constructions qui sont venues en protection à nos difficultés, à nos blessures et à ce qu'on pensait ne pas pouvoir gérer. Voilà. Donc, processus très intéressant. Je vous invite à vous renseigner. Le dialogue intérieur de Carl Gustav Jung. Et il a été transmis aux personnes qui me l'ont transmise. Donc les personnes qui me l'ont transmise, c'est Nathalie et Jean-Luc Champouni. Ils sont sur Romain, entre Reims et Fismes. Leur site internet, c'est Émerveillance. Donc vous pouvez aller le consulter. Vous verrez de quoi il parle, de quoi ça parle. Il y a plein de choses proposées. Et les personnes qui leur ont enseigné, c'est Al et Sidra Stone. Voilà, qui sont américains. Très intéressant ce processus. Si quelque chose a tilté en vous, je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site Émerveillance et vous en saurez plus. Et allez voir aussi Carl Gustav Jung et allez voir ce processus de dialogue intérieur. C'est une aide considérable à ce processus d'individuation dont parle Gustav Jung. Voilà, je vous invite à tout simplement aller observer en vous ces différentes parts, ces différentes sous-personnalités dans un premier temps. Et si vous voyez que c'est vraiment bien réel ce processus, alors peut-être que ça peut vous indiquer, vous inciter à en savoir un peu plus sur ce dialogue intérieur. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre intérêt, merci de vous intéresser à vous-même parce que en s'intéressant à soi, on peut s'intéresser aux autres. Et en s'intéressant bien sûr aux autres, on peut
en profiter pour avoir cette envie de s'intéresser à soi. Mais je pense réellement que en allant vers l'observation de soi, c'est la première porte d'entrée. Voilà, c'est une expérience que je peux faire. On peut penser que c'est de l'ego, mais c'est justement en allant déjouer les caractéristiques de l'ego qu'on peut comprendre en quoi il n'est pas forcément un ennemi, mais que ce n'est pas lui qui va nous amener à avoir une vie plus constructive.